Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Your Format épisode 3. Et je dois bien avouer que c'est un épisode qui est particulièrement intéressant, qui relance d'autant plus les théories sur la série, et j'ai vraiment très hâte d'en voir plus. Donc, dans cet épisode, après, le petit accrochage qu'il y a eu entre Harold et Ichika, on apprend que Foreman, donc le gars qui avait kidnappé Ichika dans l'épisode précédent et a priori qui est responsable de la mort des différentes victimes qu'on a vues depuis l'épisode 1. Et du coup, s'est échappé dans cet épisode-là. Semblerait-il qu'il a modifié l'amicus qui était censé le garder pour du coup pouvoir s'enfuir, et une bonne partie de l'épisode va se consacrer sur la traque du coup de Furman, essayer de retrouver sa trace, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qui se passe. Bref, essayer d'élucider le mystère. Du coup, donc, il s'est échappé et en fait, on a perdu sa trace dans une zone près de Londres où en gros, les communications n'ont plus cours puisque semblerait-il que les gens qui habitent dans cette zone-là sont plutôt mécanophobes, comme le dirait Harold. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toute cette nouvelle technologie, tout en réseau, tout en machin. Un peu comme des zones blanches en France, par exemple, mais semblerait-il que c'est la décision des gens, selon j'ai des doutes. Et j'ai un petit peu du mal à croire qu'on n'ait pas forcé les gens à accepter et généraliser cette technologie. Pourquoi pas, hein, encore une fois. Mais quand je vois comment marche la société aujourd'hui, j'ai un peu du mal à y croire. Donc voilà, donc ce qui fait que ce soit Echika ou que ce soit Harold ne pourront pas avoir accès au réseau, ne pourront pas communiquer avec les différentes parties aussi facilement que jusqu'ici. Et notamment, donc on voit Echika à un moment qui utilise un vieux téléphone. Vous savez, ces téléphones où il faut utiliser une espèce de roulette pour pouvoir taper les chiffres l'un après l'autre. Elle explique justement que c'est assez fastidieux. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez sympa avec cette vieille technologie, de voir un petit peu comment dans des temps plus anciens on se débrouillait sans toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, moi je suis une enfant de la fin des années 90, des années 2000. Donc j'ai grandi concrètement sans internet. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand je revois ma vie aujourd'hui et à quel point je passe trop de temps notamment sur YouTube, alors que pourtant, j'étais une gamine qui lisait énormément quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pas comme si j'avais pas des trucs qui m'intéressaient avant. Mais ouais, c'est impressionnant de voir à quel point on se fait littéralement happer par ce genre de choses, quoi. Donc, je sais pas si la série en parlera un peu plus, mais qu'on aborde le sujet, ma foi, c'est assez intéressant. Donc, elle va contacter leur chef pour dire, on n'a malheureusement rien trouvé d'intéressant. Et elle va également contacter la jeune femme qu'on avait vue dans le tout premier épisode, au tout début de l'épisode 1, et qui apparemment donc essaye un peu de collaborer aussi avec la police d'un point de vue civil. Donc voilà, qui explique qu'elle va essayer de contacter d'autres personnes. Voilà, on essaie juste un petit peu de faire le point. On a également une petite scène assez touchante entre Echika et Harold. Ils sont sur un petit pont à faire le point, à se dire, on n'a rien trouvé dans ce village non plus. On est un petit peu compliqué tout ça. Et du coup, on a Echika qui se confie un petit peu à Harold et qui lui explique que voilà, d'un point de vue purement logique et raisonné, elle a conscience que l'esprit, le programme de Harold ne fonctionne pas comme le sien, que sa raison de prendre des décisions ou la façon dont il va prendre ses décisions ne sont pas les mêmes qu'elle. En revanche, comme il a une apparence humaine, bah, elle s'est un petit peu laissé croire que il avait un peu les mêmes valeurs qu'elle, qu'il pouvait être plus humain en fait que juste une machine. Et c'est souvent le point central de ce genre de récit, c'est jusqu'à quel point l'intelligence artificielle et les robots peuvent être comparés à nous en tant qu'humains. Ça pose plein de questions, déjà de définir qu'est-ce qui est un humain, sachant qu'on a plein de personnes qui, pour des raisons biologiques, suite à un trauma ou ce genre de choses, ne sont plus capables de fonctionner comme un humain entre guillemets normal. Pourtant, on continue à les considérer comme humains. Donc, jusqu'à quel point l'intelligence artificielle, surtout si elle prend des traits beaucoup plus humains, sans ce côté uncanny valley,
Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut les considérer comme humains? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut leur attribuer des droits, des devoirs, ce genre de choses? Et c'est toute une discussion beaucoup plus large sur le monde animal, le monde végétal, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est une âme? C'est un sujet extrêmement vaste qui est souvent établi. Et voilà, jusqu'à quel point est-ce que quelque chose que nous, on a créé, peut nous être supérieur, peut être dangereux pour nous? C'est plein de sujets qui sont très très intéressants et très compliqués et il me faudrait des heures pour en parler tellement que ça fait vraiment partie des trucs dans le domaine de la SF. J'adore. Ça me fait flipper au possible parce que je considère qu'on est une espèce qui, si on arrive à créer quelque chose de supérieur à nous, qui comprend qu'on est une menace pour notre environnement de manière globale, je fais partie des gens qui considèrent qu'on finira par s'autodétruire, que ce soit nous-mêmes en tant qu'humains ou parce que par les choses qu'on a créées. Donc voilà. Et donc voilà, il y a Ichika qui se dit bon bah ok voilà j'avais des attentes, j'avais un raisonnement qui était faussé. Maintenant voilà il faut que j'apprenne à vous comprendre un peu plus, à comprendre comment vous fonctionnez, comment vous raisonnez, pour moi m'adapter en fait à vous. C'est une chose de demander à Harold de s'adapter à elle, mais il a tout un programme, il a des règles qu'il doit suivre. Et c'est aussi un peu aux êtres humains, je suis assez d'accord là-dessus, de s'adapter à cette technologie également. Donc c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, Harold va avoir une espèce d'intuition sur où peut bien se cacher du coup Furman. Et donc ils vont aller dans un espèce de réseau de villas. Et en fait, ils vont croiser une voiture qui s'arrête et qui se barre immédiatement après avoir été repérée. Donc la plaque minéralogique de la voiture correspond à celle qui a été empruntée par Furman, mais on voit pas qui est à l'intérieur. Et en fait, euh, Harold propose de le prendre en chasse, mais Ichika lui dit non, non, toi dans ton programme t'es censé conduire prudemment, donc t'inquiète, c'est moi qui prends les rênes. Et elle est un véritable danger public. En plus, ils sont dans la forêt, il fait nuit, enfin vraiment pas les bonnes circonstances. Et en fait, elle va finir par le percuter, provoquer un accident en fait. Donc eux, ça va, ils ont l'airbag, donc ils vont être protégés. Et l'épisode est monté un petit peu de manière bizarre à ce moment-là, puisque donc on voit que la voiture sait faire tourner et autres. Mais juste après, on les retrouve dans la voiture en train d'essayer de suivre la trace du gars. On nous montre pas en fait qu'il y a eu un mini moment de blackout où la voiture s'est barrée et que heureusement, comme le dit Harold, vu qu'elle l'a percuté, lui il est en train de fuir, donc ils vont pouvoir le suivre à la trace jusqu'à une espèce de petite maison abandonnée. Ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'a priori, la personne qui était dans la voiture ne peut pas être Furman, puisque Furman est un être humain, alors qu'il trouve des traces dans la voiture euh, du liquide qui fait fonctionner les amicus. Donc que d'une manière ou d'une autre, la personne qui a tenté de se barrer, c'était un amicus et pas Furman. Et donc ils vont le retrouver ligoté dans une maison, dans la maison abandonnée. Et voilà, ils vont essayer un petit peu de l'interroger, essayer de savoir un petit peu ce qui se passe, jusqu'à ce que quelqu'un les attaque, quelqu'un qui se révèle être Marvin, le frère, entre guillemets, de Harold, dont on a retrouvé le corps complètement déchiqueté dans la Tamise, l'épisode d'avant. Donc, Harold, il comprend pas vraiment ce qui se passe et tout. Malheureusement, il arrive à prendre le dessus, mais Marvin ne lui répond pas. Et alors que Ichika veut s'en débarrasser, Harold lui dit que non, non, faut qu'on puisse sonder sa mémoire, faut qu'on puisse l'interroger et tout. Mais alors que Marvin, du coup, se retourne pour tirer sur Harold, Ichika, par réflexe, lui tire dans la tête et donc le tue et donc rend impossible, visiblement, toute analyse ultérieure de sa mémoire, de son code système, de tout ça. C'est dommage. Et sauf que malheureusement, à ce moment-là, elle se fait étrangler par Furman, qu'elle avait commencé un petit peu à libérer. Et donc elle perd conscience et Furman va essayer de recruter visiblement Harold de son côté. Il lui explique que le modèle dont il fait partie, c'est une menace. On comprend également que Harold ne peut pas attaquer Furman, puisque ça fait partie des lois de la robotique qui sont ancrées profondément dans son programme. Même si on a bien vu qu'avec l'autre frère, c'est ce qui s'était passé. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et voilà, il semble vouloir prouver quelque chose, et donc il casse un peu les bras, les jambes de Harold pour ne pas qu'il puisse lui poser problème et résister.
Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup rire parce que tu vois qu'il a pas la moindre réaction, donc ils ont même pas ce côté douleur dans ce qui leur arrive. Donc, ce qui les rend du coup beaucoup plus robotiques, beaucoup plus synthétiques en fait, et beaucoup moins humains. Et donc du coup, Furman va ligoter Ichika pour pas qu'elle puisse leur causer de problème. Et donc il va mettre Harold dans sa voiture, dans son coffre, parce qu'il veut du coup analyser son code système, comme ce qu'il avait demandé à ce qu'il soit fait quand il avait kidnappé Ichika. Et Harold essaye un petit peu de l'interroger, essaye de comprendre pourquoi est-ce que lui et le reste de sa fratrie ont le visage de Furman, puisque le professeur Lexi nous a expliqué que ils n'avaient aucune relation particulière et autres. Et apparemment, Harold était un cadeau pour la reine, apparemment, et qu'apparemment, son visage était le plus apprécié et autres, alors qu'il aurait dû être un espèce de mélange de plein de visages différents. Donc il essaie un petit peu de comprendre ce qui se passe. Et pour couper court à la conversation, donc Furman a l'air de bidouiller un truc dans son cou qui l'éteint complètement. On voit la lumière qui quitte en fait ses yeux concrètement, donc il l'a complètement désactivé. Et quand Ichika se réveille, donc alors grâce à Harold qui lui a posé un couteau à côté d'elle, elle va pouvoir se libérer et elle va être vachement surprise par un truc, c'est qu'elle voit la tête d'un robot qu'on a déjà croisé dans l'épisode 2, qui est l'espèce de majordome, si on peut dire, de serviteur qu'il y avait dans la maison de Lexi. Sauf qu'il y a juste sa tête, en fait. Et en analysant un peu plus le corps de Harold, de Marvin, elle va découvrir qu'il y a clairement une trace nette au niveau de sa tête. Chose intéressante, Marvin, quand on a retrouvé son corps, il n'y avait pas sa tête. On a principalement vu que son buste, nous, dans l'épisode. Du coup, ce qu'on comprend, c'est que d'une manière ou d'une autre, que ce soit Furman ou que ce soit Lexi, ça pour l'instant c'est pas clair, peut-être même une tierce personne, du coup a mis la tête de Marvin sur le corps, je crois qu'il s'appelle Rib, l'autre amicus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Alors, est-ce que du coup c'était une tactique de Furman pour, comme du coup Marvin avait déjà été détruit, mais en mettant sa tête sur le corps d'un autre androïde, ça faisait en sorte que c'est les modèles, c'est le modèle de Marvin et de Harold en général, le modèle RF, qu'on allait incriminer quoi qu'il arrive, puisqu'on voyait que sa tête, jusqu'à tant qu'il se faisait pas attraper, il était tranquille, quoi. Donc, pour l'instant, on sait pas trop. Et du coup, Ichika va réussir. Alors, on précise même pas si elle prévient les autorités ou quoi que ce soit. On la voit juste en fait qui retourne à Londres et qui va s'infiltrer dans l'espèce de laboratoire, le fameux laboratoire dont on entend parler, il veut du coup étudier le code système de Harold. Et donc, on retrouve Furman, qui a visiblement qui a visiblement mis Harold dans une espèce de truc un petit peu d'IRM, vous savez, il est totalement désactivé, il ne fait rien, et qui tient en joue le professeur Alexis, qui a pas l'air particulièrement choqué ou effrayé de la situation, quoi. Et l'épisode se coupe là-dessus, et je dois bien avouer que j'étais là. Ah, je veux la suite. Donc bon, on verra ça la semaine prochaine, malheureusement. Mais voilà, encore une fois, je pense que Your Format a un potentiel de fou, mais que ce soit dans le montage ou principalement dans le montage, je pense, il y a plein de petits éléments parasites qui fait qu'on peut, en tout cas personnellement, je ne peux pas apprécier la série à sa juste valeur, même si tout le reste est super cool, mais voilà, quand t'as des erreurs de montage aussi grossières, quoi, c'est vraiment dommage pour le. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et puis je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de la série dans son ensemble. Et puis portez-vous bien. Allez, bye les gens.